Monsieur Gerbert Rambaud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre proposition d'entretien. Pour vous présenter, vous êtes actuellement vice-président du mouvement Debout la France. Vous êtes professionnellement ancien DRH et vous êtes maintenant avocat spécialiste du droit du travail. Politiquement, vous êtes élu très jeune, puisqu'à 19 ans, vous êtes élu conseiller municipal dans la commune de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, c'est votre commune natale. Et vous êtes en 2014 et en 2015 tête de liste pour les européennes et pour les régionales de la France. Vous étiez prêt cette année à les représenter de nouveau. Cependant, en début de mois, vous avez refusé de déposer une liste. Or, ma question est simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à refuser toute liste ? Alors, prendre une décision comme celle-là est toujours lourde. Parce que quand on fait campagne, quand on s'investit dans un mouvement, c'est pour aller aux élections. Donc forcément, on s'était préparé depuis des mois à cette élection régionale, d'autant plus que j'avais déjà mené la liste il y a 5 ans. Sauf qu'à un moment, il faut aussi regarder la réalité. Et quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire de campagne, nous sommes un jeune parti. Et un jeune parti, pour réussir à se faire connaître, ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire aller rencontrer les électeurs, ça veut dire aller dans chacun des départements plusieurs fois, faire des réunions publiques à 10, 15, 20, 30 personnes. Moi, je ne vais pas faire que des meetings à 2000 personnes, si vous voulez. Donc ça veut dire effectivement rencontrer ces personnes-là, aller vers eux. Et quand effectivement on vous met une période sanitaire qui empêche les déplacements, qui met des couvre-feux à 19 heures, qui empêche les restaurants, qui empêche finalement les réunions publiques, comment voulez-vous faire ? Alors soit vous vous dites, écoutez, c'est pas grave, mais moi, une campagne comme celle-là, c'est pas maintenant qu'il fallait la commencer. C'était il y a 6 mois et on était prêts il y a 6 mois. Donc on nous a clairement empêchés de faire campagne. En plus, c'est quelques pourcentages importants. Moi, j'étais là pour les gagner, si vous voulez, pour pouvoir effectivement convaincre les électeurs. Et en plus, il y a une attente de la part des Français. Et malheureusement, il y a un moment, il faut se dire, à partir du moment où on ne peut pas faire de campagne, on ne peut pas se rassembler à plus de 10 personnes, que là, enfin, on est passé à 21 heures pour le couvre-feu, mais pour l'instant, une réunion publique, c'est moins de 10 personnes. Vous ne pouvez pas avoir encore les salles de restaurant qui sont ouvertes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que le gouvernement a fait le choix de faire une campagne au rabais en se disant cette campagne-là, elle est très mauvaise pour le gouvernement. On va avoir une claque dans toutes les régions. Donc essayons finalement de faire l'absence de campagne. Et puis il y aura peut-être ceux qui sont sortants qui seront réélus. Et ça ne plombera pas, entre guillemets, la campagne présidentielle sur laquelle tout le monde travaille, qui sont effectivement les 3 présidents de régions importantes en France qui se préparent éventuellement à la présidentielle, ou effectivement Emmanuel Macron qui ne pense qu'à ça. Voilà. Que pensez-vous du éphémère projet du gouvernement de reporter les élections en 2022 ? Pensez-vous que c'est une bonne solution vis-à-vis de l'impossibilité de faire campagne cette année ? Alors moi, je pense que ça aurait été peut-être plus respectueux des électeurs. Le gros problème, c'est que derrière tout ça, vous avez compris qu'il y a des enjeux de campagne présidentielle. Et qu'en fait, 3 des présidents de région rêvent d'être candidats à la présidentielle. Et donc, il faut, pour être candidat à la présidentielle, soit gagner sa région, parce que si vous la perdez, c'est sûr que vous ne pouvez pas effectivement être candidat. Et c'est très difficile d'être en même temps candidat à la présidentielle et candidat à une région. Et moi, évidemment, une campagne qui aurait été prolongée, enfin qui aurait été effectivement reportée après la présidentielle, me paraissait plus juste, si vous voulez. Bon. Maintenant, ça posait des problèmes constitutionnels, puisque beaucoup de constitutionnalistes ont considéré qu'on ne pouvait pas décaler d'autant une campagne pour les régionales. Après, c'est un choix politique, je pense, qui a été fait. Si on voit la position des Républicains du Sénat, c'est clairement, on veut que les campagnes régionales aient lieu pour qu'on ne soit plus pollué par cette histoire-là et que ceux qui gagneront leur région puissent être candidats à la présidentielle. Votre décision a été prise en accord avec M. Nicolas Dupont-Aignan, votre président de parti. Cependant, sauf erreur de ma part, vous êtes la seule tête de liste à avoir refusé de déposer une liste. Pourquoi Debout la France n'a pas décrété un refus national de participer aux élections régionales ? Alors nous sommes la 2e plus grande région de France. L'Île-de-France, malheureusement, vient de prendre la même décision. Donc il n'y aura pas effectivement de liste Debout la France sur l'Île-de-France. Il n'y en aura pas en Aquitaine, et il n'y en aura pas en Occitanie aussi. Donc si vous voulez, il y a plusieurs très grandes régions qui n'ont pas fait effectivement de dépôt de liste. Après, il y a eu quelques situations particulières. C'est-à-dire que si vous prenez Pays de Loire, c'est une petite région,
Nous avons quelqu'un qui est une vice-présidente qui a été effectivement déjà conseillère régionale. Et là, il y a un vrai enjeu, effectivement, une vraie attente d'électeurs et une plus facile, je dirais, implantation dans cette région. Donc vous avez cette région qui sera présente. Vous avez la région PACA qui malgré tout y est allée parce que là, c'est une question de principe, puisqu'on a clairement un candidat à sa réélection, qui est Renaud Muselier, qui fait une alliance avec En Marche. Bon, on a eu ce grand sketch, si je peux dire, pendant 15 jours pour nous faire croire qu'il n'irait pas En Marche avec lui. Bon, finalement, les listes déposées montrent bien qu'il y a En Marche. Et donc, face à cela, ce républicain a montré, je dirais, son vrai visage. Et donc, c'était important que nous, gaullistes, nous soyons présents dans cette région pour montrer qu'il y a une possibilité pour les électeurs républicains d'avoir une autre voix et une autre représentation. Bon. En région Franche-Comté, nous avons un candidat gaulliste qui, contre l'avis de son mouvement des Républicains, a accepté et a souhaité faire alliance avec Debout la France. Donc nous sommes allés, vous voyez, donc ce sont des situations à chaque fois particulières qui ont fait que Debout la France est présent. Puisque le scrutin est maintenu, avez-vous l'intention de voter blanc durant ces élections ou ne pas se rendre du tout aux urnes? Avez-vous des consignes de vote pour vos partisans? Alors par principe, je considère qu'il faut toujours se rendre aux urnes. C'est-à-dire ne pas aller voter, c'est pour moi, je dirais, un acte qui est anti-citoyen, antidémocrate. Donc il faut aller effectivement dans un bureau de vote. Après, chacun est libre effectivement de mettre le bulletin qu'il veut, voire un bulletin blanc, pourquoi pas. Bon, parce que c'est pas pareil que d'aller mettre un bulletin blanc ou ne pas aller voter, si vous voulez. Maintenant, au niveau des programmes des candidats, je pense que vous êtes comme moi, il y a beaucoup de programmes que vous ne connaissez pas. Donc il n'est pas possible pour l'instant pour nous de voir si nous avons un candidat dont nous serions plus proches et qui pourrait être effectivement, je dirais, sur notre ligne et on pourrait appeler éventuellement à le soutenir. Ce n'est pas d'actualité, on n'a pas effectivement les programmes des uns ou des autres. Donc je pense qu'on s'oriente plutôt vers une liberté de vote de tous nos électeurs. Après, je verrai en fonction des programmes si moi je prends une position personnelle parce que de toute façon, je ne suis pas propriétaire des voix de ceux qui sont derrière nous, si vous voulez. Vous êtes conseiller municipal aussi de la commune de Vaugneray, dans le Rhône, commune ayant enregistré un taux d'abstention de 53% aux dernières échéances municipales, notamment marquées par le Covid. L'épidémie de Covid-19 a-t-elle impacté la légitimité des équipes municipales? Alors, certainement un peu, mais pas tant que ça, parce que nous avons été élus au premier tour. C'est-à-dire que vous avez eu un deuxième tour qui a été retardé de 3 mois quasiment. Et là, il y a un vrai souci, je pense, pour le second tour. Parce que énormément de personnes ont eu peur d'aller voter, ne sont pas allées voter, et donc ça a, je dirais, accentué dans certains coins des mouvements avec un fort militantisme qui ont eu des surreprésentations par rapport à ce qu'ils sont réellement. Sur Vaugneray, on avait 2 listes, comme régulièrement. On a fait 65%, un peu plus de 65,6 je crois, des voix. Donc clairement, il n'y a pas de doute, sachant qu'on avait été élu 6 ans avant avec 63% à peu près. Donc je dirais clairement, il n'y avait pas photo, si vous voulez, sur Vaugneray. Donc il n'y a pas de risque dans ce cas-là. Mais je maintiens malgré tout que le second tour qui a été décalé a pour moi posé un vrai problème de démocratie. Votre parti souhaite être le RPR du XXe siècle, en incarnant un projet politique d'union des familles gaullistes, notamment en appelant, en fait, comme vous avez dit précédemment, les adhérents, les républicains à voter pour vous, et en dénonçant les républicains tels que Renaud Muselier à s'être allié aux centristes tels qu'En Marche. Cependant, cette union de la droite, est-ce qu'elle exclut le Rassemblement national? Je pense qu'un jour, il faudra bien que tout le monde se parle. Parce qu'effectivement, à mettre 30%, 25%, 35% des Français, je dirais, dans un corner en disant ces personnes-là ne sont pas dignes d'être écoutées, c'est pas digne de la démocratie. Donc l'idée de créer ce RPR du XXIe siècle, c'est de permettre justement à tous ceux qui sont des anciens LR, qui ne se sont plus à l'aise dans ce mouvement des LR, des gens qui ont voté Rassemblement national, mais qui finalement sont des gens qui devrait être chez nous. Si on prend Mariani, c'est quelqu'un qui était effectivement issu voilà. Donc vous avez, si vous voulez, une place pour repermettre à toute cette famille politique d'exister. Et donc il faudra bien un jour que cette recomposition des partis se fasse, et je pense que ça viendra plus vite qu'on ne le croit. Maintenant, nous allons passer à la partie plus didactique de notre entretien, à savoir le métier de la représentation en soi.
Comment se lance-t-on dans une campagne une fois qu'on a été désigné tête de liste? Est-ce que nous contribuons à une levée de fonds ou est-ce que l'aspect financier va plus tard? Il y a deux aspects. Vous avez effectivement d'abord la motivation d'une équipe. Est-ce que l'équipe souhaite aller effectivement à cette campagne? Et nous, comme sommes un jeune mouvement, tout mon travail a été de d'abord motiver les différents départements, les différentes équipes départementales, pour qu'émerge vraiment une force de travail, si vous voulez, dans chaque département. Bon. Ça, c'est la première des choses, c'est effectivement commencer à rassembler une équipe. Après, vous avez un choix des candidats qui se fait effectivement. Moi, en tout cas, je suis parti sur ce terrain-là, qui pour moi, c'était chaque département qui doit choisir ses candidats. Ce n'est pas moi, tête de liste, qui vais imposer dans tel département tel ou tel ami, entre guillemets, pour qu'il soit effectivement élu. Ce que je pense beaucoup de vos candidats qui passeront ici ne diront pas. Parce que vous verrez très fréquemment des personnes qui passent d'un département à l'autre, qui émergent du jour au lendemain en étant candidat bien placé, parce que tout simplement, on a décidé qu'il serait élu conseiller régional. Nous, notre vision de faire est différente. C'était chaque département de préparer, en accord avec moi évidemment, sa liste de manière à ce qu'on ait des gens qui soient implantés localement, et qui soient des gens de valeur et qui soient des gens responsables et qui incarnent ce que nous sommes. Bon. Ça, c'est un travail important parce que dans la région, il y avait quasiment 220 candidats à présenter. Après, vous avez effectivement le travail sur un programme. Le programme, pour moi, c'est pas uniquement, je dirais, une petite équipe sur Lyon qui prépare un programme pour une région qui est aussi grande que notre région. Parce que quand vous allez du sud du Cantal, la ville de Morse par exemple, jusqu'au Pays de Gex, vous avez 7 heures de voiture. Et puis la problématique du paysan du sud du Cantal n'est pas la même que la problématique de l'habitant d'Annemasse qui est voisin de la Suisse. Donc vous devez tenir compte de toutes ces spécificités et faire travailler chacun pour avoir après un programme qui corresponde à l'ensemble de ce territoire. Bon. Évidemment en phase avec notre programme national. Et puis vous avez le problème du financement qui là effectivement est pour nous plus compliqué parce qu'on est un jeune mouvement et que vous savez que les campagnes ne sont remboursées qu'à partir de 5%. Donc forcément, quand vous êtes en dessous de 5%, ben vous avez un risque plus important, d'autant plus dans une campagne où vous ne pouvez pas faire campagne. Voilà. Peut-on parler, lorsque un parti ne dépasse pas les 5%, d'avoir fait campagne à perte, c'est-à-dire que ces fonds ne sont pas remboursés? Ah oui, les fonds ne sont pas remboursés clairement. Donc si vous voulez, est-ce que c'est à perte? Non, moi je pense pas, parce que c'est un engagement que l'on fait. C'est effectivement une manière d'exprimer un combat politique. Et que tout engagement, même si on n'est pas remboursé, moi j'étais souvent dans des élections où je n'ai pas été remboursé, je le savais si vous voulez. Donc on sait très bien qu'on fait cela pour pouvoir effectivement porter un message. Après, il y a un vrai problème quand même de démocratie en France, puisque dans d'autres pays, avec 1% des voix, vous avez des élus. En Allemagne, vous avez effectivement des élections de parlementaires, avec 1 ou 2%, vous avez des élus. En France, ce n'est pas possible. Et en France, vous avez des remboursements qui se font à 3% pour les européennes, à 5% pour les régionales. Est-ce que c'est logique de considérer qu'à 3% pour les européennes, on est remboursé, à 5%, on ne l'est pas, à moins de 5% pour les régionales? Donc il y a un vrai souci en France, puisqu'on sait très bien que les partis français contrôlent le système ou cherchent à le contrôler et à le maintenir à leur propre intérêt, si vous voulez. Donc là, c'est un problème de démocratie. Ouais. Toujours d'un point de vue logistique, dans un parti tel que le vôtre, combien de personnes travaillent à vos côtés? Est-ce que vous avez un chef de campagne ou un responsable? Alors, oui, on a toujours, si vous voulez, dans une campagne comme celle-là, un directeur de campagne et un responsable réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la base, si vous voulez, dans une campagne. Après, moi, je travaillais effectivement avec les 12 responsables de chaque département, puisqu'après, il faut décliner cette campagne dans chaque département. Donc, ça veut dire que vous avez une petite équipe de 3, 4, 5 personnes qui va se retrouver régulièrement pour travailler, pour coordonner les déplacements, les déclarations, les communiqués de presse. Et puis vous allez avoir aussi après, alors nous on avait aussi quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était financier, mais ça on passait par le mouvement national, donc tout était rassemblé, tout était traité par un comptable au niveau national, pour qu'il n'y ait pas de risque dans certaines régions, pour que tout soit très clair. Et puis vous avez après dans chaque département des équipes, alors plus ou moins structurées, de 2, 3 personnes par département, voilà. Vous avez parlé un peu des sondages 3, 4%, 5%. Est-ce que vous attachez beaucoup d'importance aux sondages? Il est vrai qu'en France, les sondages sont de meilleure qualité qu'aux États-Unis et beaucoup plus fiables. Mais est-ce que vous êtes prêt à jurer haut la main, main sur le cœur, que
votre décision a été influencée par les sondages? Alors, si vous voulez, je ne mentirai pas en disant qu'on ne regarde pas les sondages. Évidemment qu'on les regarde. Bon. Après, on sait très bien qu'un sondage, on peut le faire mentir. On peut faire mentir à la marge. C'est-à-dire que quand vous êtes effectivement à 3 ou 4%, vous pouvez terminer à 5, 5,5 ou 6% éventuellement. Si vous êtes à 1%, vous ne serez jamais à 5%. Voilà. Donc, si vous voulez, on a cette indication qui est faite. Lorsque tous les sondages il y a 5 ans étaient sortis, me concernant, j'étais 0,5, 1%, 1,5, 2, et j'ai eu, je crois, un sondage à 3%. Donc j'étais plutôt autour des 1,5, si vous voulez. Et on a terminé quasiment à 3% sur la région, avec des pics dans quelques départements, ou dans mon département du Rhône, on a fait 3,5%, si vous voulez. Donc vous voyez bien que sur des sondages précédents, on a une marge de manœuvre, si je peux dire, de 1 à 2%. Et c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, d'une campagne de terrain. Parce que quand on sait qu'on est entre 3 et 4%, parce que les sondages m'ont mis entre 3 et 4%, ce qui est déjà bien, si vous voulez, pour effectivement un mouvement comme le nôtre, ça veut dire qu'on pouvait frôler les 5%. Mais à condition de faire campagne. Si vous n'avez pas cette capacité à aller chercher, je dirais, chaque électeur un par un, ça veut dire qu'on vous cantonne forcément dans une campagne où vous ne serez pas remboursé, ce qui est quand même pas forcément, je dirais, l'idéal, parce que vous avez une campagne, nous, on a un budget de campagne qui était de 150 000 euros, si vous voulez, à peu près. En face, vous avez des campagnes à 700 000 euros, 800 000 euros, 1 million d'euros. Voilà. Quel est l'avis d'un candidat tête de liste? Par exemple, vous avez un cabinet d'avocats. Est-ce que la vie politique a un impact sur votre vie professionnelle? Alors, évidemment, au niveau du temps, puisque effectivement, vous ne pouvez pas être en même temps dans les tribunaux à plaider et en même temps faire une réunion publique. Donc, quand effectivement il y a une campagne, vous vous organisez pour que pendant 3 mois ou 4 mois, vous soyez libre à 100% pour pouvoir faire cette campagne. Euh, Quand il y a possibilité évidemment de faire une campagne normale, si vous voulez. Ce qui veut dire que moi, toutes les campagnes précédentes, je me suis quasiment mis en retrait de mon cabinet pendant 3 à 4 mois, tout en restant obligatoirement 1 à 2 jours quand même malgré tout au cabinet pour suivre les affaires urgentes, mais parce que j'ai des associés qui ont pu effectivement suivre les dossiers pendant ce temps-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout seul ne peut pas le faire. Quelqu'un qui est fonctionnaire, lui, c'est facile. Il peut effectivement se mettre en disponibilité, il peut faire sa campagne. Quand vous êtes profession libérale, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de rémunération. Donc ça veut dire vous organisez pour ça et vous ne pouvez le faire que si vous avez un cabinet qui a des collaborateurs qui vous permettent d'avoir cette liberté. Vous avez une longue expérience politique. Vous avez vu l'émergence des réseaux sociaux. Selon vous, les réseaux sociaux ont-ils révolutionné la manière de faire campagne ou ont-ils aggravé les inégalités économiques entre les petits partis et les partis plus conséquents? Non, je dirais qu'au contraire, les réseaux sociaux rééquilibrent un peu, si vous voulez, cette inégalité qui est colossale dans les médias. Parce que si vous regardez, prenez Nicolas Dupont-Aignan, qui est quand même crédité de 6, 7%, 5, 6, 7% à la présidentielle, il a peut-être 1% du temps de parole dans tous les médias nationaux. Ce qui est totalement contraire aux règles du CSA, mais les journaux s'en moquent royalement. C'est-à-dire que vous avez des journaux qui ne respectent pas les règles du CSA, et quand vous saisissez le CSA dit oui, c'est pas bien. Et alors? Et après ça? Le CSA n'a jamais condamné un seul Radio France, par exemple, dans lequel Nicolas Dupont-Aignan est quasiment absent, alors que c'est une radio d'État, payée par nos impôts. Bon. Donc, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que ça permet, si vous voulez, de dépasser ce blocage qui est fait par certains médias nationaux. Nicolas Dupont-Aignan est d'ailleurs, grâce à cela, parmi les têtes de liste, si je peux dire, des personnes sur les réseaux sociaux dont les vidéos sont partagées. Vous regarderez effectivement les chiffres, il est au-dessus de tous les autres, il est premier à ce titre-là. Donc heureusement qu'il y a ça. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas encore le même impact que les médias, parce que passer, effectivement, avoir 1 million de vues sur une vidéo, c'est très bien, mais passer au journal de 20h de TF1 ou de la 2, c'est pas pareil. Donc vous avez un poids qui est beaucoup plus important. Et c'est vrai que malheureusement, le passage à 20h reste un moment important parce que ceux qui vont regarder le 20h ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on touche plutôt des jeunes, donc c'est très bien. Donc on a une très bonne, meilleure notoriété chez les jeunes, sauf que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne vont pas voter. En revanche, les personnes âgées vont voter. Et eux, ce qu'ils regardent, c'est le journal de 20h. Je pense qu'il est désormais temps de conclure cet entretien. Au nom de l'association, je tiens à vous remercier d'être venu, malgré la position assez particulière de Debout la France lors de ces élections régionales. Au nom de l'association, j'aimerais remercier l'Université Lyon 3 d'avoir mis à disposition la logistique et
les capacités audiovisuelles de l'université. Et j'invite nos téléspectateurs à venir sur nos réseaux sociaux, Instagram, polygon.org, Facebook, afin de partager notre contenu. Je vous remercie.